Alors, on est ici dans la maison paternelle, la maison de J. Antonio Thompson. Antonio Thompson est né à La Chine, à Montréal. Alors, il a fait ses études chez les franciscains. En 1925, ici, il y a l'église Notre-Dame est déjà construite. C'est à ce moment-là qu'on va, par exemple, installer des grandes orgues, tout ça. Mais bien avant ça, la paroisse existait. C'était une chapelle, simplement. Alors, ils avaient besoin d'un organiste. Alors, évidemment, c'est sûr que Antonio Thompson, jeune homme, adolescent, démontrait de très bons talents en musique. Il a été élève de Jean-Noël Charbonneau, qui était un des meilleurs professeurs de piano à Montréal. Alors, les franciscains se cherchaient donc un organiste pour la paroisse qui venait d'être fondée ici à Trois-Rivières. Fait qu'ils ont dit, on a un jeune homme, là. Bon, il s'est envenu ici en 1916 comme organiste à la paroisse Notre-Dame des Sept Allégresses. Évidemment, c'est sûr que, à un moment donné, il a rencontré des jeunes filles et tout ça. Mais c'est surtout ma mère qui a pris les devants. Parce qu'elle le trouvait bien beau. Elle trouvait que c'était son homme. Puis alors, pour le rencontrer plus souvent, elle allait faire son chemin de croix. Parce qu'il allait pratiquer à l'orgue. Ma grand-mère, elle disait, t'es donc bien pieuse. Ça arrivait souvent, ça. Des moments de piété comme ça, mais ça lui permettait de rencontrer Antonio. Finalement, ils se sont mariés en 19. Et puis, ils ont eu 8 enfants. Hein. C'est quelque chose quand même à l'époque. Et puis, dans ce temps-là, il n'était pas question de planifier les naissances. Là. On laissait faire la nature. Hein. Alors, et puis, évidemment, c'est sûr qu'un musicien, à cette époque-là, il n'était pas question qu'il gagne facilement sa vie juste avec l'orgue comme organiste dans une paroisse. C'était pratiquement du bénévolat. Alors, il a donné des cours de piano, puis des cours d'orgue. Et puis, différentes tâches qu'il a prises à mesure qu'il s'est fait connaître, évidemment. Il est devenu le directeur, par exemple, de la Philharmonie de La Salle, qui était une harmonie. Hein. Ça lui donnait un certain nombre, quelques $1000 par année. Et puis, en fait, il a été ensuite responsable des écoles de solfège du Québec. Ça aussi, il donnait un cours par semaine. Il a fait ça pendant plusieurs années. Ça, c'était des revenus supplémentaires. Il a enseigné au Collège Séraphique, qui était une école secondaire, un collège aussi, pour les franciscains. Et puis au séminaire Saint-Joseph. Et puis ensuite à l'Académie de La Salle. Surtout à l'Académie de La Salle, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves. Là. Il y avait une école à l'Académie de La Salle qui était dirigée par le frère Hippolyte, qui était un excellent violoniste. Hein. Alors, c'était le seul endroit à Trois-Rivières où on pouvait vraiment apprendre le violon d'une façon convenable. Alors, il y avait un petit orchestre de jeunes, puis c'était quand même très bien. Hein. Alors, c'est lui qui était le directeur de la Philharmonie, qui a engagé mon père. Bon. Alors, tout ça ensemble, finalement, ils ont réussi à faire vivre sa famille. Quand il était question de bâtir une maison, il était en loyer, évidemment, jusqu'en 1927. Alors, ma mère, ma mère, c'est une Johnson. C'est une famille anglaise, alors que du côté de mon père, ce sont des Écossais. Ça veut dire que dans la famille, on a, nous autres, l'arrière-grand-père écossais, qui s'est envenu ici au milieu du 19e siècle, OK? Sur un bateau, tout seul, à 14 ans. Quelque chose pareil quand on pense à ça, hein? Ils fuyaient la persécution, hein, là-bas. Ils ont eu de la misère avec les Anglais, les Écossais, puis les Irlandais aussi, bon. Tandis que du côté de ma mère, c'était pas du tout des gens, des manuels, là. Parce que mon arrière-grand-père, il a été même précepteur de la reine Victoria. C'était un homme extrêmement... je dirais, savant. Il était docteur en médecine, docteur ès-lettres. Il avait un diplôme de lettres en français. Il était allé en France. C'était un as, vraiment. Puis alors, il était engagé ici comme ingénieur pour bâtir les chemins de fer, le fameux chemin de fer qui était de coast to coast, là. Puis là, il s'est amouraché d'une petite fille de 16 ans à Saint-Agapi qui était complètement ignorante. Vous voyez, c'est incroyable. Lui, il a trouvé probablement une espèce de fraîcheur là-dedans.
je sais pas, des qualités naturelles, puis il s'est dit, ça va être ma femme. Puis ça a très bien marché, finalement. Alors, moi, je ne l'ai pas connu, bien sûr, mais je n'ai même pas connu mon grand-père parce qu'il est décédé très, très jeune, dans la trentaine. Hein. Les gens mouraient très jeunes dans ce temps-là. Hein. Il arrivait une maladie, n'importe quoi. Bon. Alors, je dis tout ça parce qu'à un moment donné, les tantes d'Angleterre, c'était des gens riches, ça, évidemment, ils sont décédés, puis il y avait un héritage. Alors, ils ont séparé ça. Et puis alors, ma mère a hérité de 2000 $. Alors là, ils ont dit, on a une base pour pouvoir bâtir une maison. Ça, c'est l'histoire de la maison. 1927, et moi, je suis né en janvier, puis la maison s'est construite juillet-août de la même année. Alors moi, toute ma jeunesse, ça a été ici, évidemment. Qu'est-ce qui se passait dans cette maison-là? C'est une époque très différente de la nôtre actuellement. Maintenant, les enfants ont chacun leur chambre, ils ont leur ordinateur, ils ont leur téléviseur, tout ce que vous voudrez. Puis évidemment, il y a une grande liberté. Tandis que là, il y avait des espèces de tabous. Je dirais pas de tabous, c'était une façon de vivre. Par exemple, ici où je suis, moi, c'était le salon. Les enfants, on n'allait pas dans le salon. C'était pour la visite. Alors, on restait dans la cuisine où on était dehors à jouer. Et puis, de ce côté-là, c'était le studio de mon père. Il y avait des portes vitrées ici, c'était fermé. On pouvait ouvrir si on voulait aussi. Alors, il y avait le piano en queue, il y avait un deuxième piano qui était là. Et puis là, il donnait ses cours de piano ici. Il donnait beaucoup de cours de piano pour pouvoir vivre, évidemment. Mais nous autres, c'était un avantage aussi. On a entendu, là, toutes les sonatines, puis les sonates, puis tout ça, pendant des années. Alors, finalement, c'est resté là. Hein? Ensuite, chacun de mes frères et sœurs ont fait de la musique aussi. Mon frère Marcel a fait du basson. Maurice faisait du trombone. Quand arrivait une fête, des fois, mon père faisait un petit arrangement, puis on chantait. Ma mère a une belle voix d'alto. Puis ma sœur Thérèse était au piano. Et puis ma sœur Claire était au violon. Puis c'était évidemment quelque chose de très, très amateur, mais il y avait une vie musicale là-dedans. Une autre chose aussi sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on avait aussi un appareil pour faire jouer des disques. Alors, ça s'appelle un Victrola dans ce temps-là. C'était une marque, en fait. Mais on disait c'est le Victrola, on appelait ça comme ça. Un peu comme le Frigidaire, qui s'appelle, évidemment, qui est une marque également. Bon, c'est un petit peu le même. Mais mon père achetait des disques, puis pour l'époque, c'était quand même... Il se payait des disques, hein? Par exemple, Caruso, là, il y a un disque que j'ai en 78 tours, imprimé seulement d'un côté. C'était juste un air, ça durait 4 minutes et demie. Un disque comme ça. 8 $. À l'époque, c'était une fortune. Puis il y en a d'autres, c'est 2 $. Ça aussi, c'était une fortune. On avait pas mal de disques. Alors, je me souviens d'avoir entendu, par exemple, très jeune, là, avec mon frère Marcel, parce que j'étais très lié à mon frère Marcel. On avait un petit peu les mêmes idéaux. Alors, lui aussi, il faisait beaucoup de musique, puis on était allés au séminaire ensemble et tout ça. Alors, avoir écouté, par exemple, la symphonie de Jean-Chrétien Bach en si bémol, par exemple, si on avait ça, tu sais, sur disque. Mais seulement, il n'y avait rien qu'un mouvement sur un côté. Puis après, on a un deuxième disque pour avoir l'autre mouvement. Bon, en tout cas, tu sais, c'est une époque. Puis c'était une aiguille, hein, qui se promenait sur le disque. C'était mécanique, là, ça. Il n'y avait pas d'électricité là-dedans. Puis c'était un ressort qui faisait fonctionner l'appareil. Mais quand même, je trouvais ça magnifique de sa part. On avait de l'art aussi. La Toccata et Fugue en Ré mineur, moi, je l'ai entendu sur disque à ce moment-là. Même si mon père la jouait aussi. Parce que mon père avait ceci, qu'avec tout cet enseignement-là, puis la famille, il réussissait à donner un concert d'orgue à tous les ans. Ça, je ne sais pas comment il faisait, par exemple. C'était à la Sainte-Cécile, comme vous savez, qui est le 22 novembre. Puis c'était sa date de naissance, lui, le 22 novembre. C'est très drôle. Alors, il donnait un concert à Notre-Dame. C'était pas un concert complet, parce que la chorale, il y a toujours eu une chorale exceptionnelle. Des chorales d'hommes, à ce moment-là. Mais il y avait des enfants ou des jeunes garçons que les frères préparaient aussi. Et puis, de temps en temps, on chantait à voix mixte. Moi, j'ai fait partie de cette petite chorale-là pendant 1 an. Alors, il y avait une atmosphère musicale ici, dans la maison, et à la paroisse. Parce que quand arrivaient des grandes fêtes, Noël ou Pâques,
il prenait beaucoup de temps pour monter ce répertoire-là, mais c'était de la qualité, par exemple. Puis mon père est un excellent improvisateur. C'est de valeur qu'on n'a pas d'enregistrement de ça. Parce que quand arrivait de la Noël, là, juste avant la messe de minuit, là, il partait, là, puis il connaissait son paroissien romain. C'était le paroissien romain. Les gens ne savent pas trop ce que c'est, mais c'est l'espèce de résumé de tous les chants grégoriens qu'on chantait dans l'année. Bon, lui, il savait ça par cœur. Hein. Alors, il s'inspirait beaucoup des mélodies grégoriennes. C'est pour ça que dans ses messes qu'il a écrites, comme la messe de la Nativité, par exemple, tous les thèmes sont inspirés de grégorien. Alors, il improvisait. Alors, nous autres, là, on le voyait faire, on le voyait aller. Puis il réussissait à composer quand même. Ça, je ne sais pas où c'est qu'il prenait le temps. Il faisait ça le dimanche après-midi. Il s'installait à son bureau, là, puis il ne fallait pas le déranger. Il n'y a que des marches militaires. Il parlait d'un poème symphonique. Des mélodies pour chant et piano qui sont admirables, qui ne sont pas publiées. Il faudrait bien s'occuper de ça à un moment donné, parce que c'est vraiment, ça vaudrait la peine. Il y a eu un petit quatuor vocal aussi. Alors ça c'est le goût pour le folklore, ça aussi. À Montréal, il y avait le Quatuor Alouette, hein, qui était dirigé par Oscar O'Brien. Alors, je pense qu'ils ont voulu faire un peu la même chose ici, mais c'était le goût de chanter du folklore. Il y a 125 harmonisations quand même, hein, de tous les chants les plus connus, là. V'là le bon vin, tout ça, bon. Qui ont été souvent transcrites aussi à voix mixte, parce que à partir des années 41, il a dirigé un concert, il a dirigé une chorale mixte, qui a rapproché presque la centaine de voix. C'était en général entre 75 et 80 voix. Tous des amateurs, évidemment, mais il faisait des belles choses, quand même. Je me souviens, moi, en 41, là, j'étais au séminaire à ce moment-là, son premier concert avec ce chœur-là, accompagné par une harmonie, parce qu'il n'y avait pas d'orchestre symphonique dans ce temps-là. D'avoir entendu l'Alléluia du Messie pour la première fois dans une salle. C'était l'euphorie. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est qu'un musicien qui est un pionnier dans une ville. Il n'était pas seul. Il y avait l'abbé Turcotte aussi qui faisait du beau chant. Il y avait Bernard Piché qui était organiste à la cathédrale, qui était un excellent organiste, un virtuose dépareillé, absolument. Mais de monter du grand répertoire comme ça avec des amateurs, c'était la première fois qu'on entendait ces œuvres-là. Il a fait une ou deux cantates de Bach, des choses plus simples aussi. Il faisait du folklore, bien sûr. Il y avait ce quatuor-là aussi, pour faire des choses à voix égale. Alors, tout ça, c'est une atmosphère de musique dans laquelle moi j'ai baigné. Mais c'est drôle, les gens se disent, est-ce que votre père vous enseignait? Oui, mais il attendait qu'on le demande. Parce que pour lui, là, disons, il était ami avec Rodolphe Mathieu, le père d'André. Puis il trouvait qu'il n'était pas d'accord avec ça. De faire produire un enfant comme ça, partout, jusqu'en Europe, tout ça. Il dit, il me semble qu'il n'y a pas sa vie d'enfant. Tu sais, il y avait ce côté-là, là. C'était très sage de faire ça. Parce qu'on sait que Mathieu, malheureusement, André, qui avait un vrai génie de la musique, hein, il n'a pas été vraiment formé, il n'a pas voulu se former non plus. Alors, il était tombé dans la déchéance, et tout ça. Mon père avait très peur de ça. Alors, quand je lui ai demandé, là, il m'a donné des cours. C'est drôle parce qu'on ne pratiquait pas ici, il n'y avait pas de place. Moi, je pratiquais au séminaire, mais j'avais du temps en masse, il n'y avait pas de problème. Je faisais presque 1 heure par jour. Ce qui était beaucoup au Foulon, parce qu'il y avait les études classiques aussi. Puis moi, j'ai fait du scoutisme aussi. Ça, c'est une autre affaire, là, dont je veux parler. Parce que j'ai fait du scoutisme un petit peu par hasard, parce que j'avais un de mes grands amis, là, qui était chez les scouts, puis il dit, viens donc. Je me suis fait tourmenter longtemps, parce que ça ne me tentait pas beaucoup. Ici, on était bien, on était entre nous. Et puis, pas parce qu'on était fermés sur les autres, mais disons que ça m'embêtait un petit peu d'aller faire des camps, et ces affaires. Bon. J'ai fini par dire oui. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a donné des qualités, je dirais, sociales, qui m'ont servi beaucoup après chez les petits chanteurs. Puis quand je suis devenu moniteur, bien là, j'ai appris à travailler avec les jeunes. Puis je pense que c'est la Providence qui m'a tourné le talon à la bonne place pour me préparer pour
Alors, la jeunesse, en gros, c'est ça, là. C'est riche. Évidemment, on était un petit peu à l'étroit, mais on s'en rendait pas compte. C'était comme ça. C'était comme ça dans toutes les familles. Il y avait des grosses familles, hein. Mes voisins ici, il avaient 10 enfants. Puis c'était pas plus grand qu'ici, là. Tu sais, alors, les lits superposés, puis des fois couchés à terre. Ben, tu sais, mais les gens étaient heureux parce qu'il y avait de l'affection dans ces maisons-là. C'est ça l'affaire. Puis ensuite, la mère, c'était vraiment la reine du foyer. Hein? C'est elle qui menait les affaires. C'est elle aussi qui tenait les comptes. Alors, les dépenses, ça se faisait pas n'importe comment. Puis ces gens-là, ces femmes-là adoraient leurs maris et leurs enfants. Ils vivaient seulement pour ça. Parce que ma mère, elle avait un très beau talent aussi. Elle jouait du piano assez bien. Elle avait appris le piano dans sa jeunesse, comme presque toutes les jeunes filles dans ce temps-là. Dans les couvents, ça prenait le piano. Et puis j'ai des fusains d'elle aussi. Elle avait du talent aussi pour les arts plastiques. Mais tout ça, avec la famille, évidemment, ils ont passé leur vie à s'occuper de leurs enfants et de leurs maris. Évidemment, c'est quelque chose d'admirable, ça aussi. Mais c'est pas du tout comme la vie moderne. C'est tout à fait autre chose. Quand vous étiez petit, vous m'avez déjà conté ça, vous aimiez ça jouer à la messe. Ah ben oui. Ben, est-ce que ça a été le début de votre vocation? Bon, on peut pas dire ça. Il y avait des garçons qui jouaient à la messe parce qu'ils voyaient ça à l'église. Alors, c'était une façon, comme les filles jouaient à la madame, tu sais, on avait des ornements, puis il y avait un peu le côté théâtral aussi là-dedans. Là. Fait que j'avais une tante, elle m'avait fabriqué des ornements, puis il y avait tout ce qu'il faut pour dire la messe. Alors, ben c'est ça, avec mon ami de Carufel, là, on a été ensemble pendant bien des années. Des vraies amitiés, là, vraiment, qui ont duré, là. Des gens riches aussi, point de vue personnalité. Alors, c'est ça. Bien, c'est sûr que il y avait une... faut penser aussi que la religion prenait une grande place dans nos vies. Hein. Je parlais, vois-tu, tantôt, mon père, lui, quand il arrivait à l'église pour jouer, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait à genoux et faisait une prière. Ça nous impressionnait beaucoup. Au lieu de se mettre à l'orgue tout de suite, pour lui, là, il y avait un rôle, il y avait un ministère comme organiste. Tu sais? Puis il n'était pas question de manquer la messe ce dimanche ici, là. Alors, même les parents, tout ça, tout le monde allait à la messe, on se réveillait, puis il y avait le premier vendredi du mois, puis même durant les vacances, il m'a dit, il faudrait que vous ayez à la confesse, là, ça fait un mois, là. Tu sais, alors, on était obligés de suivre les choses correctement. Puis c'est une bonne affaire, parce qu'au fond, la pratique religieuse, au fond, il faut avoir une certaine pratique religieuse si on veut. Si on veut, à un moment donné, progresser là-dedans. C'est comme un scout qui serait scout puis qui n'irait jamais à ses réunions. On ne serait pas d'accord, parce qu'il va perdre l'esprit. Alors, malheureusement, de nos jours, mais ça nous influence beaucoup. Puis ensuite, je dirais, le bon exemple aussi de nos professeurs aussi, qui étaient tous des prêtres au séminaire, mais surtout à la paroisse des franciscains. Tu sais, les franciscains, c'est un grand ordre religieux. Hein. L'esprit de Saint-François, c'est quelque chose de très fort. Hein. C'est la joie, c'est la nature, il y a quelque chose de... C'est exigeant, mais il y a une espèce de... C'est une religion qui est souriante, si tu veux. Hein? Puis ces hommes-là disaient la messe d'une façon admirable. Alors, on avait envie de les imiter. Moi, c'est plutôt ça qui m'a influencé. Je me suis dit, j'aimerais ça dire la messe. J'aimerais ça aussi répandre la parole de Dieu. Bien, au fond, c'est pour ça qu'on devient prêtre. Hein? Voilà. C'est où vous avez eu cet appel-là, de devenir prêtre, finalement? Je dirais au début de mon séminaire, surtout. Mais il reste qu'adolescent, on a bien d'autres préoccupations. Hein. Ça s'en va, puis ça revient, là. Mais une fois rendu en philo 2, parce qu'il y avait le collège autrefois au séminaire, là, on faisait 8 ans, hein? On faisait 6 années de secondaire. C'était 6 au lieu de 5. Après ça, il y avait 2 années de collège. On appelait ça la philosophie. Parce que c'était l'étude de la philosophie qui était la base là, de cette formation-là. Alors là, ben, je dis, ben, moi, j'entre au grand séminaire parce que c'est les deux choses que je vous disais tout à l'heure, là.
Mais je ne pensais pas jamais, par exemple, que j'aurais, je dirais, en plus de ma vocation, une carrière de musicien. Parce que j'étais très avancé en musique dans ce temps-là. Moi, là, j'ai fait le lauréat en piano, c'est du niveau du prix d'Europe. Hein. Alors, les études de Chopin, puis je jouais ça, moi, là, quand j'avais 18 ans. Là. Des Schumann, puis des sonates, puis j'avais un certain talent, là. Tu sais. J'ai même fait de la composition, parce que j'ai des compositions à partir de l'âge de 15 ans. C'est pour chant et piano, par exemple. Mais j'ai parlé de ça à Robert Aubin, puis il dit, il faut absolument que ça soit chanté. Il trouvait que c'était intéressant. Mais 15 ans. Parce que mon père, il écrivait, ça fait que je dis, le gars dit, moi, je suis capable, moi aussi. C'est ça qui arrive souvent. Hein. On est porté à imiter nos parents. Ou imiter des gens qu'on admire, peu importe. Fait que c'est ça. Et puis, vois-tu, c'est... Pour le sacerdoce, c'est pas mal ça qui est arrivé. Hein? Quand vous avez fait la messe de l'Assemblée à Notre-Dame ici, j'ai déjà vu une pochette de ça avec des micros, il y avait plusieurs des sœurs qui chantaient à l'Assemblée, etc. Ça vient de où, ça, ce projet? Dans les années 60, là, à partir de Jean XXIII, parce que c'est lui qui a inauguré le concile, là, le concile Vatican II, là. Tous les évêques du monde entier sont allés à Rome, puis ça a été remarquable, ça. Alors, il y a une constitution sur la liturgie, puis il y a de la musique là-dedans. Alors là, avant ça, tout était en latin. Pas dans toutes les célébrations, parce que les messes privées, on pouvait chanter des cantiques en français. Bon. Mais dans la liturgie solennelle, tout se faisait en latin. Les lectures, puis le chant. C'était surtout du chant grégorien, de la polyphonie sacrée. Bon. Alors là, c'était permis de chanter en français. Alors, les évêques ont dit, les compositeurs qui sont intéressés, vous pouvez écrire des messes en français. C'est comme ça que c'est arrivé. Mon père en a écrit une, moi j'en ai écrit une aussi. Puis moi j'ai écrit ça, c'était fait en très très peu de temps. Je me suis décidé un soir, j'ai commencé à 10 heures du soir. Puis à 4 heures du matin, c'était fini. J'ai eu une espèce de... On dirait une espèce de... C'est souvent ça qui se passe dans la composition. C'est pas une folie, mais on est un peu en transe, on a une idée, puis on est enthousiaste, et puis il faut que ça se fasse, puis il n'y a pas question d'heure. Tu sais, l'accompagnement n'était pas fait à ce moment-là, par exemple, mais là, la mélodie était là. Puis c'est resté comme ça, la mélodie est restée comme ça. J'ai fait des petites retouches après ça quand je l'ai refait. Cette messe-là, on l'a beaucoup chantée. Elle se chante encore. Tu sais que le Gloria, gloire à Dieu, au plus haut ce qu'on a chanté, combien de fois, ça a l'air que ça ne s'use pas. Alors, il est chanté en France encore, il a été publié en France, il a été publié aux États-Unis, il a été même au Canada anglais pour les paroisses françaises. C'est intéressant de savoir ça. Alors, c'est mon Gloria qui a été choisi. Alors, donc l'agneau de Dieu aussi, qui est un genre choral. Bon. En tout cas, cette messe-là, elle a été faite comme ça. Puis alors, à ce moment-là, on faisait des messes modèles. Moi, actuellement, j'étais président du comité d'art sacré, pas d'art sacré, mais de musique sacrée, du diocèse. Alors, l'évêque, il voulait qu'on aille faire des messes modèles dans les paroisses. On est allé jusqu'à La Tuque avec une équipe, puis on faisait une messe modèle. Il y avait là-dedans, il y avait du grégorien, il y avait de la polyphonie, c'était des affaires simples, là, puis il y avait aussi, évidemment, des chants en français. Il n'y a pas rien que de mes affaires à moi, là. Il y avait d'autres choses aussi. Il y avait des belles mélodies, des Gélinos, Daes, ces choses-là. Alors, on faisait une belle messe, puis le curé présidait, puis on disait, voici, c'est dans ce genre-là que vous devez faire, là, à partir des années 64, là, c'était quand le nouveau missel a paru. Alors, donc, on en a fait une ici à Trois-Rivières, à l'église Notre-Dame des Sept Allégresses. Et puis, évidemment, le commun de la messe, ben, c'était la messe pour l'Assemblée que j'avais écrite il y a une couple d'années avant. C'est ça. Vous avez rencontré à peu près toutes les papes, vous, hein? Oui, et pas Saint-Pierre, par exemple. Pas Saint-Pierre. Non. Mais le premier que j'ai rencontré, c'est Pie XII. Alors, c'est une... J'étais avec des Américains, on était juste 4.
Et puis, moi, je connaissais un monseigneur, là, je me souviens plus de son nom, là, et puis, il m'a dit, je vais vous organiser ça avec Pie XII. Alors, c'était des Américains que je connaissais pas, par exemple. Mais, évidemment, j'ai dit quelques mots. Pie XII, c'est un personnage extraordinaire. Polyglotte, lui aussi, comme presque tous les papes, là. Et puis, c'est un Romain. Il était né à Rome, hein, c'est ça. Donc, un Italien, bien sûr. Et une figure très, très... un petit peu aristocrate, là. Parce qu'il venait de l'aristocratie, justement. Mais très accessible, quand même, aussi. Ouais. Alors, lui, je l'ai rencontré. Et puis, après ça, il y a eu Jean XXIII. Ça, c'est durant mes études, ça. Lui, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je l'ai vu en audience, là. Puis ensuite, bien, avec les petits chanteurs en 71, Paul VI. C'est ça. Si on était juste 3, là. J'avais 2 petits chanteurs avec moi. C'était à Castel Gandolfo. Puis ensuite, bien évidemment, la fameuse audience avec Jean-Paul II, qui est bien heureux maintenant. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un des grands sommets de ma vie. Parce que Paul-André, tu étais là, toi. Ouais. Tu étais là, hein? Puis ceux qui étaient là, on dit, c'était un moment du ciel. Parce que le charisme de cet homme-là était quelque chose d'absolument incroyable. Parce que les fameuses rencontres là, de jeunesse, ça s'appelait comment, non, ces affaires-là? Journée mondiale de la jeunesse. Il y avait des millions, là. C'était pas des vieux qui étaient là, là. Des adolescents, puis des jeunes hommes, puis des jeunes filles là, qui étaient là. Puis là, quand lui, il arrivait dans une salle, puis tout de suite, on était porté à l'écouter. Puis, avec les petits chanteurs, cette audience-là, il faut la raconter. Parce que c'est Pierre-Paul, évidemment, qui est maintenant devenu maître de chapelle à Saint-Pierre-de-Rome, qui était à ce moment-là... il dirigeait la foule au Vatican. Il y avait de ses entrées au Vatican. Alors, il a fait beaucoup de démarches pour que, lors de notre voyage, en 87, on soit reçu par Jean-Paul II. Mais on était jumelés avec un autre groupe. C'était des hommes et des femmes de loi de l'Amérique du Sud. Il y en avait... Quel pays, je ne peux pas vous dire, là. Mais nous autres, on était placés en arrière. Les autres, ils étaient en avant, puis nous autres, on était en arrière. Et puis, Jean-Paul II a salué ces gens-là. Ils ont eu un texte qui leur était, bon, qui leur était offert. Puis après ça, comme c'était le 40e anniversaire de la chorale, il y a eu un texte aussi. Je ne sais pas qui a préparé ça. Moi, c'est pas moi qui ai préparé ça, mais c'est peut-être Pierre-Paul. Alors, le pape a lu quelques lignes sur les petits chanteurs de Trois-Rivières. Mais avant ça, on a chanté. On a chanté un choral de Bach. Et quand ça a été fini, cette audience-là, il disait à son secrétaire, je veux les entendre plus que ça. Je veux les entendre davantage. C'était ça la chance. Ils nous ont fait passer dans la chapelle Clémentine, qui était beaucoup plus large, beaucoup comme une chapelle à peu près de... C'est presque comme le séminaire Saint-Joseph, là. Bon, avec un bel acoustique là, pour la polyphonie, c'est magnifique, là. Quand le pape est arrivé, on a chanté « Gaude Mater Polonia ». Alors ça, c'est un chant en latin, mais sur la Pologne, mais aussi, il y a un côté religieux là-dedans, parce que la Pologne est un pays très religieux dans l'histoire. Et quand ça a été fini, il est venu me donner la main, puis il dit « Mater, Gaude Mater Canada ». Ça, c'est extraordinaire. Puis évidemment, moi, je regarde ma figure, là, puis c'est pas moi. On est tellement allumés, on est... C'est une chance inouïe d'avoir fait ça, hein? Alors, après ça, on a chanté un autre chant, mais c'était un autre chant un peu. L'Ave Maria de Bruckner. Mais ça aussi, c'est Pierre-Paul qui est intervenu. Parce qu'il a dit un petit mot, puis on a pris des photos. Il est même venu avec les enfants, il leur a mis la main sur les cheveux, tout ça. On lui a donné des disques. C'était incroyable, hein, cette rencontre-là. Fait que quand ça a été fini, ça, Pierre-Paul, il dit, on sait, il dit, votre sainteté, que vous aimez beaucoup la Vierge Marie, puis on a préparé aussi un Ave Maria pour vous. Alors, le secrétaire, il dit, on n'a absolument pas le temps. Il dit, nous avons le temps. Alors là,
On a chanté l'Ave Maria de Bruckner, jamais comme on l'a chanté. Tu te souviens, je crois, hein? C'est un six-voix, hein, ça, c'est pas évident, hein, chanter ça. Mais avec une espèce de... Ouf! Ça, c'est des miracles, hein? C'est des moments d'état de grâce, je trouve, extraordinaire dans une carrière, là. Puis quand on est sorti de là, il faisait entre 40 et 45 degrés. Tellement il faisait chaud. Personne ne parlait de ça. On voit que, par exemple, que tout est relatif dans le monde, hein? Si tu es à Trois-Rivières, là, puis il fait 40-45, qu'est-ce que tu fais? Tu te plains, hein? Mais pas là, là. On est tellement ailleurs. C'est tellement quelque chose de merveilleux que ça, c'est pas important, la température. Alors, c'est très beau, tout ça. Je me souviens du photographe après. Là, le photographe. C'est à gauche. Puis des photographes, je dois avoir au moins 70 à 80 photos de ça. Puis on peut les avoir. J'ai un rouleau, là, avec toutes ces photos-là, avec un numéro. Puis on peut les avoir, hein. On leur a donné le numéro là-bas, puis on peut les avoir. Mais maintenant, j'en ai fait faire beaucoup à ce moment-là. J'ai un gros paquet de rangs comme ça, que dans les archives des petits chanteurs. Il y en a qui sont très belles, hein. Il faut voir la figure des enfants. Puis des adultes aussi, là. Les adultes, là, fait que c'est des moments extraordinaires, hein, c'est ça. Ah oui. Ben, pendant qu'on est à Rome, parlez-moi donc de vos études à Rome. Ah, ça, c'est une autre affaire. Tu vois, moi, j'ai pas parlé de ça tantôt, mais quand je suis devenu... J'ai fait ma théologie, 4 ans. J'ai été ordonné en 51. Pour ça que ça va faire 60 ans, là. À Rome, que vous avez été ordonné? Non. J'ai été ordonné ici à Trois-Rivières. Bon. Mais je veux dire que ça va faire 60 ans que je suis prêtre, là, en juin prochain. C'est pas rien. Jamais je me serais imaginé de me rendre là. Je suis en sursis. Mais ça a l'air que j'ai encore de quoi faire. J'ai été nommé professeur de théologie l'année suivante. Ça, c'est vraiment une affaire incroyable. Alors, parce qu'avant ça, il y avait rien qu'un professeur pour la théologie morale. Puis, il y avait un cycle. Par exemple, le séminariste qui était en première année, il pouvait être en 4e année de morale, puis l'année suivante, en 1, parce qu'il n'y avait rien qu'un professeur de théologie. Ça fait qu'ils disaient, on voulait avoir un autre professeur pour faire la première année, qui est une année de base. Ça s'appelle la morale fondamentale. Alors, je suis devenu professeur de morale fondamentale. Et puis, évidemment, j'avais des jeunes gens, là, brillants, qui étaient très forts, mais d'une grande gentillesse. J'ai pas eu de problème avec eux autres. Ils étaient contents, eux autres, c'était un jeune professeur, ils étaient quasiment de leur âge, tu sais. Alors, et puis, on a fait une belle année ensemble. Claude Bruno, qui est devenu, là tellement avec l'âge. C'est Jean-Paul Belleville, des amis, tout ça. Alors, ben, c'est ça. Alors, donc, mais d'un autre côté, il aurait pu en prendre un autre, mais moi, comme j'étais musicien, ils ont dit, il va être aussi professeur de musique, puis de liturgie. Ça fait que vous, tu sais, il y avait un petit calcul là-dedans, là. Alors, donc, j'ai enseigné de la morale fondamentale pendant 5 ans. Alors, vois-tu, j'ai enseigné pendant 51, 52, 52, 53, pendant 2 ans. Puis en 53, là, l'évêque m'a dit, on vous envoie à Rome pour faire les études universitaires. Alors, mais il tenait absolument à ce que je fasse une licence en théologie. Moi, j'y tenais pas trop, parce que je me dis, je vais me faire une année de moins de musique, tu sais. La musique, là, à moins de 3-4 ans, là, tu sais, si tu veux faire de l'art, si tu veux faire de la composition, si tu veux faire du grégorien, c'est long, hein? Faire les devoirs d'harmonie puis de contrepoint, ça te prend du temps à faire ça. Eux autres, ils sont pas au courant de ça, là. Fait que... Alors, j'ai fait 1 an de théologie, puis ensuite 2 années de musique après, à l'Institut pontifical de musique sacrée. Puis après ça, ben, je me suis revenu au Canada. J'avais déjà pas mal de diplômes, mais ça s'était bien passé quand même. Puis, durant les vacances, ben, au lieu de m'en revenir au Canada, comme la plupart faisaient, ils s'en revenaient pour prendre des vacances. Moi, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Puis j'ai pris des photos. Combien de milliers de diapos, je ne sais pas. Mais il y en a. Puis quand je faisais des diaporamas pour les petits chanteurs, j'allais puiser là-dedans. C'était
Pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, c'est là dans les archives, mais maintenant, on n'en fait plus beaucoup de diaporamas, tu sais. Il y a une autre façon de voir. Mais c'est là. C'est là. Alors, évidemment, c'est sûr que là, on se cultive aussi en faisant ça. Tu vois, en Grèce, tu restes une semaine, mais évidemment, on apprend. Hein? On prend des photos, puis on étudie. Puis en Égypte, jusqu'à Luxor, tout ça. J'ai fait le voyage en Terre Sainte aussi. Ça aussi, c'est bien impressionnant. Surtout pour un prêtre, évidemment, même pour un chrétien, simplement, d'aller sur les pas de Jésus, c'est quelque chose de fantastique, ça aussi. J'étais en Espagne aussi. Puis, il est arrivé une chose intéressante aussi qu'il faut souligner également, c'est que après ma première année, j'ai fait donc 53-54. En 54, mon père, il dit, on aimerait ça aller te rejoindre pour les vacances d'été. Alors, ils ont passé 2 mois avec moi. On a loué une voiture. Et puis, on a fait... là, j'ai préparé, par une agence à Rome, retenu des billets pour des festivals. Parce que mon père, là, c'était une chance pour lui. Là. Il n'était jamais venu en Europe, là, d'écouter des opéras, puis tout ça. On était presque une semaine à Bayreuth. Hein. Les gens disent Bayreuth, mais on ne prononce pas comme ça, là, le festival Wagner, là. Alors, Tannhäuser, puis Lohengrin, puis Laure Durin. Puis même un soir, c'était la 9e symphonie de Beethoven, dirigée par Furtwängler. Alors là, pour mon père, il était aux anges, lui, là. Dans le théâtre bâti par Wagner, là, tu sais. Puis on est allé aussi en Suisse, on a vu l'Orchestre symphonique de Londres qui était en tournée. À Rome, il y a eu aussi des opéras, en tout cas. Finalement, c'était une belle tournée. Puis là aussi, on s'est cultivé dans les musées. Parce que ma mère est intéressée aussi aux choses culturelles. Si ça avait été une personne qui serait ennuyée à aller dans les musées, on n'aurait pas fait un beau voyage. Mais là, au contraire, ils désiraient, puis ils faisaient leur journal, puis tout ça. Ça, c'est une belle expérience, ça aussi. Alors, moi, je suis parti en 53, OK? Et puis là, je suis parti sur le bateau. Ça s'appelait l'Atlantique. On partait de Québec. Et puis, on s'en allait au Havre. Après ça, on prenait le train pour Paris. Puis, j'avais une énorme caisse avec tous mes livres, là. Il fallait que j'apporte mes affaires, là. Que j'ai récupérées à Rome, ensuite, là. Bon. Mais je me souviens que j'ai eu des moments d'angoisse. Tu pars, là. Pour 3 ans. Alors, on laisse nos parents. Puis, on laisse... moi, tous mes amis. Au grand séminaire, là, j'étais estimé là, comme professeur aussi. Là. Tu laisses tous ces étudiants-là. Là. C'est ça. On est en 53. Je ne suis pas encore avec les petits chanteurs. Là. Mais on s'en va. Là, vois-tu, là, je suis parti fin août. OK? Fin août, avec un coffre et puis une valise pour mes affaires personnelles. Puis là, j'avais du temps parce que on commençait au milieu d'octobre. Comprends-tu? Fait que là, j'ai voyagé en train. Tout ce temps-là, je me rendais à Rome. Je s'en allais à Rome en train. Puis j'étais à Chartres pour ces 4 jours. Juste 4 jours seulement pour les vitraux. Tu sais, alors tu as le temps de faire ça, là. C'est ça que j'ai fait. Alors, évidemment, là, il y a un côté aussi, je me souviens, elle va être très émue quand le bateau est arrivé au Havre, de voir les petits toits. Les toits sont rouges, hein, en Bretagne et puis en Normandie, là. Je sais pas, il y a une espèce de la vieille France, tu sais. Tu vois arriver la vieille France devant toi, c'est quelque chose quand même, ça. Fait que cet enthousiasme-là fait que tu passes par-dessus beaucoup je dirais, de déchirement, parce qu'au fond, il en s'en est, là. Tu laisses, hein. Bon, on sait que c'est pas pour toujours, là, mais quand même. Alors donc, j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé en Espagne. Puis je me souviens, j'ai une anecdote en Espagne qui est très drôle, parce que moi, j'étais néophyte là-dedans, là. Je savais pas comment ça marchait tout le temps, là. Parce que souvent, dans ces pays-là, il y a une voiture qui s'en va à Salamanque. L'autre, elle s'en va à Madrid. C'est le même train, là. Tu parles pas la langue, là. Moi, je m'en vais à Salamanque. Non, je m'en allais où, donc? Je m'en allais à Saint-Georges-de-Compostelle. Mais j'ai pas fait attention. Je me suis mis dans la voiture de Salamanque.
Puis je demandais aux gens qui étaient là, j'ai dit, est-ce que je suis bien dans la bonne... Ils ont dit oui, 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 mais ils n'ont probablement pas bien compris ce que j'ai dit. Mais c'est pas ça. On dit, le train arrête, puis je m'en vais pas dans la bonne direction. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça peut-être. Fait que là, j'ai dit, j'ai venu le chef là, de train, là. J'ai dit là, elle dit là, vous n'êtes pas dans le bon train, là, il est trop tard. L'autre train est parti. Ça fait que là, j'ai dit, je vais descendre au premier village. Mais c'est pas ça, là. En descendant dans le premier village, là, tu tombes vraiment dans le profond du profond. Tu es en Espagne, dans un pays qui est très peu développé à ce moment-là. Hein? Alors là, les gens prennent le train avec les coqs, les poules, toutes ces affaires-là, ils s'en vont travailler dans le champ. Tu parles pas du tout la langue. Eux autres, ils parlent pas ni français ni anglais. C'est épouvantable. Puis ça, ta valise, t'es en 30 semaines. T'as l'air de vrai martien qui tombe du ciel. Alors, en tout cas, finalement, j'ai repris le train, puis je suis retourné d'où je venais, puis j'ai repris le bon train après. Mais, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait dans ce temps-là? J'ai fait du pouce, j'ai fait tout ça avec ma valise. Parce que j'avais fait de la route. Puis c'est ça que je disais tantôt, là, le scoutisme, c'est quelque chose, le plein air. Vous autres, là, vous avez fait partie de la haute section, vous avez fait des camps volants. Ça vous dérange pas de faire du pouce, puis d'être mal pris, puis de coucher à terre, puis tout ça. Mais moi non plus, ça me dérangeait pas. J'étais prêt à faire même si j'étais très bien habillé, tout ça. Alors, ça me dérangeait pas du tout, puis c'était des belles expériences. C'est ça. Mais une fois rendu à Rome, on était au Collège canadien. Ça, le Collège canadien, c'était des prêtres, parfois des séminaristes, mais la plupart du temps, c'était des prêtres qui étaient aux études. On était une quarantaine, là. Il y avait du monde, là. Et puis, il y avait quelques Américains aussi qui étaient là. Il y avait des Canadiens anglais. Et là, je peux dire que c'est là que j'ai commencé à perfectionner mon anglais. Parce qu'au séminaire, là, dans ce temps-là, pour la conversation, là, vous autres, vous avez connu mieux. Mais nous autres, là, c'était juste de la traduction, puis du dictionnaire, puis tout ça. Puis ici, à Trois-Rivières, on n'avait pas l'occasion de beaucoup parler anglais. Mais à Rome, j'ai eu cet avantage-là. J'étais lié avec un Basilien de Toronto. Puis un soir, on se promenait, on parlait français, puis l'autre soir, on parlait anglais. On a fait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Fait que ça, c'est bon, hein? C'est très, très bon, hein? Puis l'italien, bien là, je l'apprenais, évidemment. Mais je me suis lié avec des gens comme ça. Ensuite, j'ai eu aussi des gens de Trois-Rivières aussi, puis de Montréal que je connaissais déjà. Comme par exemple Pierre Lafortune, qui était le frère d'Ambroise. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Ambroise Lafortune, qui était un personnage, hein? Alors, lui était un chic bonhomme aussi. J'ai voyagé souvent avec lui. Des gens de Sherbrooke. Alors, on se lie d'amitié avec ces gens-là. On mange ensemble tous les jours. Et puis, durant les vacances, on va faire j'ai fait la Sicile, par exemple. On a fait tout le tour de la Sicile, tu sais, là, qui est au sud de l'Italie, là, avec 3 ou 4 confrères comme ça, sympathiques. Là, puis, alors, on se lie d'amitié, mais il reste quand même qu'on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Il y a la nourriture, mais quoi qu'on mangeait bien au Collège canadien. Puis, il y avait l'avantage qu'il y avait toujours du vin sur la table aussi. Ça, c'est pas à dédaigner. Un petit vin des collines avoisinantes, là. Excellent, hein? Ben oui. Fait que, en gros, c'est ça. Mais après ça, je suis revenu ici, vois-tu? Je suis revenu, 56, c'est ça? 53, 54, 55, 56. Après ça, là, j'ai été 56, 57, 7, 8, 9, 10. J'ai 5 ans, je continuais à étudier, à enseigner la théologie, la musique, et puis au grand séminaire. Puis au petit séminaire aussi. À partir de 57, j'étais revenu à ce moment-là d'Europe. Alors, j'avais les petits chanteurs, parce que j'ai commencé en 56 avec les petits chanteurs. Ça aussi, il faut en parler de ça. Parce que quand je suis revenu en 56, déjà, la chorale des petits chanteurs, elle ne fonctionnait plus. Depuis 55. Parce que Jean-Paul Quintet avait été transféré au Soleil. Il était au Nouvelliste, mais là, il n'y avait plus de directeur ici. Puis eux autres, ils avaient vécu beaucoup de belles choses avec Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un excellent directeur, hein? Puis il avait de grandes qualités aussi pour s'occuper des jeunes. Alors, on dit, l'abbé Thompson revient d'Europe.
on va essayer de l'engager dans notre affaire. Alors, ils sont venus me voir au grand séminaire, et puis ils ont dit, est-ce que vous prendriez la direction de la chorale des petits chanteurs? Fait que j'ai dit, je peux peut-être faire ça pour un certain temps. Ça a duré 50 ans. Alors, l'évêque m'a dit, il n'y a pas de problème, parce qu'il avait déjà la permission de l'évêque, mais il faut penser que là, dans ces années-là, là, avant 60, là, j'ai les petits chanteurs, j'ai la chorale du grand séminaire, j'ai l'enseignement de la théologie, l'enseignement de la musique au petit séminaire. Puis dans les classes, là, moi, je faisais éléments, syntaxe, méthode. Puis j'ai écrit même un petit volume que tu as vu là aussi, là, pour... on travaillait. Puis préparer les cours de théologie, des fois, je me couchais à 2h30, 3h du matin, parce que des fois, je n'étais pas tout à fait prêt, tu sais. Mais on est en santé, tu sais, puis on y va. Ah ouais. C'est comme ça que ça marche, là, quand on est jeune, hein. Bon, on compte pas dans son temps. Alors, j'avais tout ça ensemble. Et puis, puis quand Léo Carle a laissé la cathédrale, en 63, là, j'étais revenu de mon deuxième voyage en Europe, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, parce que l'évêque disait, il voulait que vous fassiez votre doctorat, absolument. Fait que là, je suis allé passer une autre année, 61, 62. Là, c'est Germain Ross qui m'a remplacé chez les petits chanteurs. C'était l'évêque à l'époque? C'était M. Pelletier. M. Pelletier, c'est un as. Hein. Il voyait, il y avait une vision, pas à court terme. C'est ça. Ça, c'est quelque chose, hein. Alors, donc, j'ai fait le doctorat à ce moment-là, 61, 62. J'ai pas fait ma thèse tout de suite, parce que ça prend du temps d'écrire ça, hein. T'as tellement appris. Fait que, des fois, j'allais en Europe pour un mois, puis là, j'étais à Solesmes, puis là, j'avais des maîtres là, extraordinaires, là, aussi, à ce moment-là. Et puis, finalement, j'ai eu mon diplôme en 70. Là, ça s'est très bien passé. Il faut penser hein, que, comme nous autres, à l'Institut pontifical de musique sacrée, tous les cours étaient en italien. Alors ça, là, on apprend la langue à ce moment-là. De sorte que j'ai été capable de soutenir ma thèse en italien. Alors, c'est pas facile, hein? T'as 4 professeurs qui sont devant toi et qui te bombardent de questions. Puis ça s'est très bien passé. Alors donc, l'été 55, je suis en Europe, là, encore. Je suis pas revenu de mon premier voyage, moi. Alors là, je m'inscris au... Ça s'appelait le Conservatoire américain de Fontainebleau. Alors j'ai passé les 2 mois là. Puis comme ça finissait au milieu d'août, mais à Rome, on commençait jamais avant le milieu d'octobre. Hein, ça commence tard, l'université là-bas. Hein. Fait que là, je pouvais voyager encore. Tu sais, bon. Ou bien avant de me rendre à Fontainebleau. Et là, j'ai eu évidemment l'insigne honneur, je dirais chance aussi, de travailler avec cette grande musicienne-là. C'est vraiment très impressionnant. J'ai jamais vu quelqu'un lire la musique comme ça, avec autant de facilité. Jamais. On est tous un peu des bons lecteurs, mais il y en a qui sont... Elle, là, une partition d'orchestre là, complète, là. Elle met la partition d'orchestre, il y a quelqu'un pour tourner les pages parce que ça bouge, là. Bon. Puis là, c'est un concerto de Stravinsky, là. Puis le pianiste est là, puis elle va chercher l'essentiel, là, puis il n'y a pas une fausse note, hein. C'est fou, hein. C'est fou, mais surtout la culture. Beaucoup de professeurs, beaucoup de compositeurs américains ont été ses élèves. Bernstein, par exemple, ça me vient l'idée, mais pas rien que lui, là, d'autres aussi. Je sais pas, dans les Canadiens aussi, il y en a eu aussi, là. Je me souviens pas de leur nom, mais beaucoup de Canadiens français aussi. Beaucoup de Québécois qui on cherchait à aller à la source. Ce qui était sa grande culture, c'était ça. Elle donnait des exemples tirés de Monteverdi, de Palestrina, de Stravinsky, pour elle, c'était comme jouer du Bach, là. Tu sais, c'est une facilité extraordinaire. Puis une connaissance de l'écriture musicale aussi. Alors, un cours d'harmonie avec elle, là, c'était... J'ai pris beaucoup de notes, j'ai encore ces notes-là. C'est tout griffonné sur un petit... je vais avoir du temps, là, il va falloir que je mette ça au propre, parce que c'est vraiment absolument merveilleux. Une fois, elle avait dit à un élève, elle dit... il donnait il avait fait son devoir d'harmonie, mais elle dit, entre ces deux mesures, il y a un siècle. Parce qu'il changeait de style. Elle dit, vous pouvez écrire consonant si vous voulez, mais vous écrivez tout consonant.
Vous ne pouvez pas mélanger les styles. Pour elle, elle était complètement contre ça. C'est vrai, c'est un peu choquant. Des fois, on entend des affaires, on dit, tout à coup, c'est moderne, tout à coup, oups, on retombe au 19e siècle, ou bien il y a un manque de logique, là. Mais tu retiens des affaires comme ça, tu sais. On retient des choses comme ça qui sont bien importantes. Puis c'est pas tellement l'apprentissage, parce que je l'avais à Rome, l'apprentissage. J'avais un professeur d'harmonie extraordinaire, le père Carducci, c'était un as, là, et en contrepoint aussi. J'en ai fait avec elle aussi. Mais, tu sais, c'est ça, c'est une espèce de personnalité. Ça travaillait, ces gens-là, hein. Elle a commencé à 8 h le matin, puis elle finissait le soir, des fois, très tard. Elle avait des petits biscuits village, là, sur son clavier, puis elle en prenait un de temps en temps. Elle n'avait probablement pas déjeuner. C'est des anecdotes, ça fait rire, mais ça veut dire que c'est des gens qui triment dur, hein? Mais avec, évidemment, une arme, hein? C'est ça qu'elle a fait. Puis c'est une grande chrétienne. Ça, je tiens à le dire, parce que de nos jours, là, on sait qu'est-ce qui se passe au Québec, là. Mais elle, là, pas question de manquer la messe, hein. Puis moi, ça m'énervait parce que à Fontainebleau, je remplaçais l'organiste qui prenait ses vacances. Alors, c'est moi qui étais à l'orgue quand t'étais en bas, elle venait à la messe. C'est moi qui étais à l'orgue. Alors, non, mais... Puis souvent, dans les cours, là, elle me disait, « Monsieur l'abbé, elle voulait m'expliquer la parabole de l'économe infidèle. » Ça, c'est une affaire que je ne suis pas capable... Parce qu'elle savait que j'étais prêtre, bien sûr, moi. Et puis alors, de temps en temps, on tombe pas sur la religion comme ça. Ça me faisait bien un plaisir, évidemment. Puis alors, elle m'a dédicacé un certain nombre de volumes, là, des œuvres de Stravinsky, tout ça, comme cadeau. Puis, tu sais, avec le manuscrit, c'est quelque chose, hein, c'est des très beaux souvenirs pour moi. Ça, j'ai gardé ça précieusement. Alors ça, j'ai passé 2 étés avec elle, comme ça, pour essayer de perfectionner mon écriture. Puis, je lui ai montré, par exemple, les paroles du Christ de V.A. Thompson. Puis elle a trouvé ça très beau. Elle a trouvé qu'il y avait une logique là-dedans, puis une inspiration. Puis elle a fait quelques suggestions. C'est drôle, hein? 2 ou 3 dit ça, là. J'ai dit à mon père, regardez, ah ben, dis, on va le faire. Puis c'est pour ça que l'édition que j'ai faite, moi, j'ai tenu compte de ça après. C'est des petites choses de rien, là. Mais, tu sais, c'est tout... Il y a de l'histoire dans tout ça, hein? Ça finit plus, hein? Voilà. Alors là, les petits chanteurs. Ouais, oui. Bon, alors donc, j'accepte, pour quelque temps, la direction des petits chanteurs. Et là, évidemment, c'est pas d'auto-repos, hein? Parce que moi, là, j'ai beau avoir entendu des chorales en Europe, et tout ça, là, je commence, là, moi, là, à diriger. Je dirige les séminaristes, j'ai pris des cours de pose de voix aussi, quand j'étais au séminaire, là. J'allais à Montréal. C'est Filiatro, qui était dans le Quatuor Alouette. C'était un bon professeur de chant. Alors, donc, je n'étais pas complètement démuni, là, mais la voix d'enfant, ça, c'était nouveau pour moi. Alors, on a commencé à travailler. Et puis là, j'ai été en contact avec l'épouse de Czeslaw Kaczynski, qui a été directeur du conservatoire ici pendant quelques années. Son épouse, c'était le meilleur professeur de chant que j'ai eu dans ma vie. Supérieur à tout ce que j'ai eu en Europe, puis à Montréal. Elle connaissait la voix. Puis elle est venue chez les petits chanteurs. Quand on faisait du recrutement, elle venait m'aider pour faire le recrutement. Alors, on en prenait une trentaine, pas plus. C'était la voix, parce qu'à part de ça, on n'avait aucune autre façon de voir s'ils avaient du talent, tu sais, mais la voix, c'était déjà quelque chose, là, quand même. Ouais. Plus tard, on a fait quand même des tests, là, plus sérieux, là, quand une fois qu'on était chez des... qu'on était à l'école, là, c'était différent. Alors là, on a fonctionné comme une manicanterie pendant 9 ans. Mais j'ai eu cette aide-là. Puis ensuite, j'avais des chefs aussi qui étaient... Il y avait Jean Hamel, qui avait été avec... il était tout jeune encore à ce moment-là. Les Leclerc, Denis Nadeau, des gens que tu as peut-être connus aussi, là. Alors, qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là aussi. Ensuite, moi, ben, j'avais eu une expérience des scouts, ça c'était déjà beaucoup. J'avais fait aussi j'avais été moniteur aussi au camp de sentier du Lac-à-la-Tortue pendant quelques années. Donc, j'avais eu l'occasion de travailler avec des enfants. Ça m'a beaucoup aidé, ça aussi. Mais j'étais très exigeant, puis j'étais un peu cassant.
Parce que, comme musicien, on a beau à dire, j'ai pas peur de dire ça, parce qu'on évolue beaucoup, hein. Et les jeunes parents vont te dire des fois, « Ah, on était bien trop sévère quand on a commencé. » Puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait peut-être laisser un petit peu du lest, là, tu sais. C'est ce qui est arrivé avec le temps. Tu t'aperçois que si t'es trop exigeant, l'enfant se ferme. Tu sais, il n'y a plus cette communication qui est essentielle, si on veut faire de la musique ensemble. Alors ça, j'ai beaucoup évolué, je trouve, de ce côté-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec les années, on l'apprend. Puis les chefs disaient à la vie, là, peut-être faire attention à telle affaire. Puis je pense que j'avais assez de simplicité pour les écouter, là. Alors, donc, on a fait ça pendant 9 ans. On a fait des belles choses, hein. Parce que le travail fait qu'on arrive à des résultats. Mais là, vous étiez où à cette époque-là? Là, ça dépend. On a commencé à l'école Sainte-Marie, qui est devenue une espèce d'école maintenant, je ne sais pas, d'handicap, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'était une école de paroisse, là. C'était la paroisse de la cathédrale. Il y avait encore des enfants dans la paroisse de la cathédrale. Il y avait toutes les classes, de la première à la 6e année. Il faut penser dans ce temps-là qu'il y avait des enfants, hein, dans les familles, hein. Alors, on a commencé là. Puis là, j'ai eu l'aide du Jardin de l'enfance, qui était dirigé par les filles de Jésus, qui était près du fleuve, là. C'est devenu un foyer pour personnes âgées, là. Pas loin, parce qu'il y avait l'académie avant? Oui, mais en face, là. OK, oui. Oui. Sur Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Alors là, il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Pascal, puis elle me disait, l'abbé, je vais vous envoyer mes meilleurs élèves. Elle était gentille de faire ça, par exemple. Parce que les autres, ils faisaient du beau travail avec les enfants. Il y avait juste des garçons dans cette école-là. Bon. Alors, il a commencé en première, deuxième, troisième, quatrième, puis quand il arrivait en quatrième, là, elle m'envoyait tous ses meilleurs. Je trouvais ça beau de sa part, parce qu'au fond, elle les avait plus, elle, là. Elle disait, ah non, c'est important qu'il aille chez vous. Alors là, j'ai été gâté d'une certaine façon avec ces collaborations-là, plus Mary Maltese, l'épouse de Kaczynski, qui m'a aidé aussi sur le plan vocal. Moi, je suivais des cours d'elle aussi pour poser ma voix, me perfectionner. Alors, ça fait que dans les années 60, c'était une chorale qui avait de l'allure, hein. Tellement que quand ils nous ont entendus à Québec, François Bernier était venu à Trois-Rivières, il dit, c'est vous autres que je vais avoir pour la cantate d'Honegger. Parce que l'Orchestre symphonique de Québec donnait la cantate d'Honegger, puis il y a un chœur d'enfants là-dedans. Ils n'ont pas pris la maîtrise de Québec, ils sont venus chercher les petits chanteurs de Trois-Rivières. Mais c'est vrai que c'est très beau. C'est sur bobine, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça. Je ne sais pas si ça doit peut-être s'effacer beaucoup. Hein. De toute façon, alors ça nous a propulsé un petit peu dans le public, soit en 60, là. Hein? Puis là, on a commencé à se dire qu'il faudrait donner de la formation aux enfants. Puis mon frère Marcel enseigne la flûte à bec. On obligeait les enfants à suivre des cours d'instruments. De 60 à 66, là. Donc, on a 4-5 ans, là. Et puis là, à ce moment-là, on était rendu au séminaire. Parce qu'après 1 an ou 2, cette école-là, elle ne fonctionnait plus. Fait qu'on était obligé de laisser les locaux. Alors là, dans les années 60, on s'est en allé au séminaire. À la salle académique, il y avait des locaux en arrière, là. C'est là qu'on répétait. Puis en 60, comme ils ont bâti le nouveau gymnase, l'abbé Mélenchon, qui était le directeur du séminaire, m'a dit « Claude, on va te donner un local. » J'avais un local pour moi, là. Fait que là, on était longtemps, là, pratiquement jusqu'à la fondation de l'école. On avait un beau grand local, là. Il n'y avait rien qu'un local, mais on avait un piano, puis on avait un système de son, puis on était correct, là. Fait que ça a duré 2, 3, 4 ans. Puis là, quand il était question, quand les élèves sont mis à vouloir étendre un petit peu cette salle-là, là, ils voulaient l'avoir, eux autres, là. Ça fait qu'on s'est en allé au sous-sol du grand séminaire. Tu sais, le grand séminaire, l'espèce de boîte, on l'appelait ça la boîte à beurre quand on était étudiant. C'est pas très, très beau pour une architecture, mais en tout cas, au sous-sol, là, on avait tout le plancher à nous autres. Puis là, jusqu'à la fondation de l'école, c'est là qu'on a. Donc, on a fait 3 places. École Sainte-Marie, Séminaire Saint-Joseph, mais puis c'est ça, le sous-sol du grand séminaire. C'est là qu'on était. Puis là, on a fait des concerts à Radio-Canada, parce que là, cette cantate d'Honegger-là, elle a passé à Radio-Canada, à l'heure du concert. Fait qu'on s'est fait connaître à ce moment-là.
Fait que le Radio-Canada nous a toujours demandé, tous les ans après ça, toi, t'as connu ça aussi, là. Puis M. Poirier venait, là. Ça s'appelait, au début, t'es un peu... comment ça s'appelait, donc? L'émission... Le chant choral. Il y a des chorales amateurs, là, qui se produisaient, là. Au début, je me souviens pas comment ça s'appelait, mais ça s'appelait aussi Chorale du Canada français. Ça s'est appelé comme ça un bout de temps. Et puis là, j'ai connu M. Poirier, puis on a fait des disques avec lui. Puis en tout cas, tu sais, tout ça, ça s'est enchaîné. Puis à un moment donné, après, là, rendu en 64, on était au Lac-en-Cœur. J'ai dit, là, on va faire un camp musical, un vrai camp musical. On faisait 4h30 de musique par jour. Puis là, on avait Céline Lajoie, au violon, mon frère Marcel pour la flûte à bec, avec sa fille Hélène. Le piano, on n'avait pas de piano là-bas, ça, on ne peut pas donner de cours de piano. On avait ça, piano, le flûte à bec, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose. Mais en tout cas, des cours d'instruments. Ce qui nous permettait à la fin du camp, par exemple, comme en 65, de faire le Magnificat de Buxtehude. On dit Buxtehude, nous autres, je le prononce à l'allemande, là. En concert, là, le faire au complet, là, avec nos enfants là, qui jouaient du violon. Là. C'était quelque chose quand même, ça. Tu sais, là. Alors, ça veut dire que ces deux camps-là, là, ça a promulgué. Puis j'ai dit là, faut une école. On ne peut pas s'en aller comme ça, avec des cours privés. Puis il faut que les enfants puissent chanter tous les jours, puis faire du solfège tous les jours. Puis je me souviens, là, j'étais au séminaire, là, puis un bon matin du printemps 66. Je m'en souviendrai tout le temps. Je me lève, j'ai dit là, c'est l'heure. C'est aujourd'hui qu'on fonde l'école. Fait que là, je suis allé voir Mme Argel, qui était très ouverte aux arts, qui était présidente de la commission scolaire. Et puis, c'était Léo Carl qui dirigeait l'Orphéon dans ce temps-là, qui était directeur de l'Orphéon. D'abord, on n'était pas en si bon terme que ça, là, parce que lui, là, il avait laissé la cathédrale, puis c'est moi qui étais devenu maître de chapelle. Mais non, il dit, on va vous appuyer. Il m'a très bien reçu. Puis là, on a avec Monsieur Gabias, qui était député pour l'Union nationale, c'était le père d'André, ça. Puis ensuite, il y avait aussi le docteur Langy, qui s'occupait de l'art de la cathédrale. Il y avait des gens de grande qualité là-dedans. On a fait un document. On a présenté à la commission scolaire. Et puis le soir même, ils ont dit oui, on embarque. Ça s'est fait tout de suite. Après ça, bien là, il fallait évidemment trouver des locaux, puis tout ça. Puis par bonheur, les filles de Jésus, ils laissaient leur résidence à Saint-François d'Assise. Fait que je trouverais que ça nous allait parfaitement bien. Fait que on s'est installé là. La salle Victoria, c'était la chapelle, puis tout ça. Les petits locaux, les cellules des sœurs, c'est devenu des locaux de pratique pour les enfants. Puis le gymnase pour les générales. Puis on était bien accueillis, là, tu sais, pendant des années. Je pense à certains directeurs comme André Provencher. C'était extraordinaire. Hein? On avait une très belle collaboration, tu sais, là. C'est la crème. Là. Hein? Ça, c'était la crème des crèmes. Ah oui, lui, il a fait même un voyage avec nous autres. Oui. André. 96. Imagine-toi qu'il était présent, hein, puis il venait aux réunions, puis il venait au concert, puis il venait... J'étais gâté là, par cette collaboration-là. Puis les voix d'hommes. Faut que tu penses que les beaux enregistrements qu'on a là, dans les années 80, même 90, là, aussi, en 90, il y a des belles choses aussi. Il y en avait 30 garçons, hein, soprano alto. 60. 30 voix d'hommes. Quelque chose, ça. Ça veut dire 80-90, là... Ils n'étaient pas tous là tout le temps, là, mais disons... Mais on pouvait se payer un petit ensemble vocal. On faisait une répétition de plus par semaine, puis là, on faisait des affaires beaucoup plus difficiles. C'était les meilleures, évidemment. Alors, ça, c'était des belles années. Hein. C'était très belles. Vous aviez vos appartements à l'école aussi au début, je pense. Hein? Ça, évidemment, c'était un petit peu difficile à expliquer, parce que j'avais ma chambre au séminaire. Mais j'étais tout le temps à l'école. Puis des fois, je couchais là aussi. Alors, la commission scolaire, quand ils ont su ça, ils ont dit non, il ne faut pas faire ça. Puis c'était pas très, très prudent non plus. Une personne dans une grande école comme ça, ça arrive quelque chose, là. C'est eux autres qui sont là.
Mais tu sais, je quittais très tard, ben des fois, je m'attendais, puis je disais, faut être rendu l'année prochaine. Le lendemain matin, j'étais rendu. Mais aussi, même si je couchais au séminaire, je prenais souvent mes repas là aussi. Puis j'étais installé en haut, une petite cuisette, puis j'avais tout ce qu'il faut. Hein. T'as connu ça, toi aussi, là. Ouais. C'était des belles années, quand même. C'était très, très, très belles années. Ça évolue après. Mais ça nous amène à notre première grande tournée en Europe, en 71. 71. Puis ça, c'est venu de où, ça, ce projet-là? Ben, c'est difficile, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est Mlle Bureau. Mlle Bureau était agente pour Air France. Et puis, tu sais, on chantait à la cathédrale à ce moment-là. Puis elle a souvent fait des pèlerinages avec les groupes, là, tu sais, puis c'est elle qui organisait tout ça, puis elle avait des tarifs réduits, puis ça. Je me demande si c'est pas elle qui a suggéré ça, mais je ne sais pas. Peut-être pas non plus. Mais en tout cas, c'est elle qui a organisé le transport. C'est sûr, puis ça a été un événement, hein. C'était un grand événement à Trois-Rivières, les petits chanteurs s'en vont en Europe, là, tu sais. C'était rare dans ce temps-là, quand même, hein. Et puis Madloire, comment il s'appelait, là? Gagnon, qui était au Nouvelliste, qui écrivait très bien, il nous a beaucoup aidé avec des papiers aussi, de ses articles. Et puis là, ben, je connaissais quelques personnes, moi, en Europe, mais pas comme maintenant. Maintenant, là, tous les chefs de chœur, important, je les ai rencontrés. Mais dans ce temps-là, il fallait quand même... on était limité là, comme contact. Moi, je connaissais le Charlemagne de Revers, qui était directeur de la maîtrise de Paris, de Notre-Dame de Paris. Lui, il nous a accueillis en 71. On est même couchés dans leurs locaux. Ça, c'était intéressant parce qu'on était toujours ensemble, là. Puis ensuite, je connaissais aussi à Angers, Monseigneur Poirier. Ils nous ont reçus eux autres aussi. Alors, parce que quand on fait une tournée, on essaie d'être reçus dans des groupes, là. Bon. Donc, à Paris, on est organisé, à Angers. Ensuite, où c'est qu'on est allé aussi, là? À Nice aussi, je connaissais aussi le directeur du centre culturel. Bon, ça. Mais tu sais, c'était pas, il n'y avait pas une grande quantité. On était souvent en institution aussi. On était reçus parfois aussi dans les maîtrises, comme à Angers, on était reçus par les petits chanteurs. À Rome, on était dans une institution aussi. Parce que même si j'avais été étudiant à Rome, il n'était pas question de nous recevoir au Collège canadien, ça c'était pas possible, mais on était reçus là. Ça s'est bien organisé, finalement. Est-ce que c'est dans cette tournée-là que vous avez chanté devant Mme Boulanger? Oui. Oui? Oui. Il me semble qu'elle a dit une petite phrase célèbre, là. Ah, ben c'est même une page célèbre aussi. Une page célèbre. Oui, alors, là, vois-tu, on a fait Venise. On était en hôtel. Ça aussi, on a chanté à Saint-Marc-de-Venise, hein. C'est pas rien, hein. Ensuite, on a chanté à Milan aussi, dans la cathédrale. On était aussi à Notre-Dame-du-Lac. Ensuite de ça, à Fontainebleau, où était Mme Boulanger. On a donné... c'était au début de la tournée. C'était le premier concert qu'on a donné. On était très nerveux, hein. J'ai jamais eu le trac comme ça dans ma vie, parce que, tu dis, là, ma chorale, là, elle s'en va en Europe. On est-tu prêt? On est-tu assez bon? On va-tu être capable? On va-tu avoir du succès? On se pose la question. C'est nouveau, là, tu sais. Puis les Européens, pour nous autres, là, c'est un peu la mentalité ici au Québec, hein. Tout ce qui venait de l'extérieur, c'était magnifique. Puis les gens de la place, c'était des gens qui n'avaient pas ce qu'il faut. Il y avait cette mentalité-là, là, chez les Québécois dans ce temps-là. Puis alors là, ce concert-là a très bien marché. On a fait la guerre de Jeanne Guin. C'est des choses difficiles, hein? Toutes par cœur, là, tu sais. Quand on finit ce concert-là, je viens saluer, je donne un premier appel, je retourne, là, ça applaudit encore. Je reviens, je suis venu 7 fois. Ça se peut-tu? 7 fois.
Puis ça, c'est des professeurs et des étudiants en musique là, qui sont là. Puis Nadia Boulanger est là aussi. Là. Ça fait que j'ai dit, je la connaissais bien, moi. J'ai dit, est-ce qu'on aimerait ça vous poser quelques questions? Ben, elle dit, venez à mon appartement, là, on a enregistré ça. Bon, si vous voulez la voir, là, si vous voulez que je la dise, peut-être que c'est pas tout à fait ce que vous voulez avoir, mais je peux le lire. Je le lis ici, oui, pas là. Oui, Alors, il faudrait que tu arrêtes ça. Je pense qu'il est même sur le bureau. Attention à votre fil. Non, je ne bouge pas, regarde. Sur le bureau, là, c'est un pur hasard que ce soit là. Parce que j'en ai plusieurs copies. C'est ça. Non, en dessous. Ça ici, extrait de l'interview de Denis Perrault. C'est ça. Un beau hasard. Puis, en faisant le ménage, ben, je l'ai déjà dans l'ordinateur. Hein, mais, vois-tu, c'est ça. C'est ça, cette interview, là. J'ai été un quart d'heure avec elle. Puis c'est rien qu'une page, là. Mais évidemment, c'est sûr que je peux dire ça en toute humilité. Elle m'estimait beaucoup aussi, comme élève, là. Il y avait le prêtre, il y avait je dirais, l'apôtre de la liturgie chantée aussi. Pour elle, c'était bien important, ça aussi. Tu sais, de former des enfants. Est-ce que ça marche toujours, cette affaire-là? Fait que, évidemment, ce texte-là, je l'ai envoyé à Pierre-Paul. Puis ça, il faudrait vraiment le faire connaître. Alors, j'ai marqué en bas de la page, l'interview enregistrée a duré environ un quart d'heure. On n'a donc ici qu'un résumé. Mais ce résumé contient toutes les idées importantes énoncées par cette grande dame. Le texte entre crochets n'a pas été dit à cet endroit précis, mais il est là pour clarifier le sens, alors que les textes entre parenthèses font partie du discours. Ça, c'est important de dire ça aussi. Vos enfants, vraiment, je pense que ce n'est pas faire des compliments. Je prends ça trop au sérieux. Et j'ai trop de respect pour vous faire des compliments. Mais ce que vous faites pour eux, je connais un autre exemple qui est très émouvant. C'est l'école qu'a fondée Menuhin en Angleterre, où il y a des enfants de 7 à 14 ans. Il leur rend un service immense. Vous leur rendez un service dans un moment aussi troublé. Vous les mettez dans une atmosphère noble, belle et précise. Parce que ce que vous leur faites faire représente, après, une liberté, mais d'abord une rigueur. Et je crois que si on a appris la rigueur étant enfant, on a sauvé la vie des jeunes. Vous comprenez, quand ils peuvent faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on peut dire que le principal est sauvé. Et je dis sauvé, pas seulement pour la musique, mais sauvé moralement et spirituellement. Vous devez être très heureux, et ils doivent être très heureux, parce qu'ils entrent dans la vie dans un éclairage si beau. Tout ce programme a été, vous l'avez senti, les gens étaient bouleversés d'enthousiasme. Et si vous leur avez donné ça, vous avez reçu le don de donner. C'est tout, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a une catégorie de musique qui permet de réaliser cela. L'approche de Dieu dans la musique sacrée. Et vous êtes là une pierre angulaire, parce que ce que vous faites, c'est ça qu'il faut essayer de faire partout. Vous disiez tout à l'heure, dans une petite ville, mais il faut remuer les gens dans toutes les petites villes, dans tous les petits villages, et parler à leur âme, et parler, je ne sais pas, à leur respect des choses. Et le fait qu'ils ont chanté, ces petits, ce concert, avec une telle précision, un tel ordre, une telle musicalité, moi, je ne vois plus, mais je me rends compte par ce qu'ils m'ont dit, par ce que m'ont dit mes amis qui étaient là, avec une telle joie. En tout cas, les oreilles savaient qu'ils chantaient avec joie. Alors, vous leur donnez du bonheur. Et dernièrement, nous avons eu à Paris vraiment l'équivalent de ça.
J'ai demandé à Menuhin de venir avec son orchestre, 20 musiciens d'Angleterre, à un endroit très intellectuel, à la fondation de Polignac. Et la présidente de cette fondation me dit, vous savez, ce qui émane de ce concert, c'est du bonheur. Parce qu'il y avait, entre Menuhin et ses enfants, il y avait cette même atmosphère de don mutuel. Et c'est ça qu'il faut sauver. Menuhin a une grande lumière en lui. Et vous, vous élevez des enfants qui vivent dans la lumière. Ils n'ont pas à savoir qu'ils y croient. Ils vivent dans la lumière. Vous devez avoir une grande joie. Je suis ému, hein? Ah, Je ne peux pas faire autrement. C'est tellement beau. C'est absolument inouï. C'est ce qu'il y a là-dedans, là. C'est ça, là. Voilà. Mais elle était aveugle, Mme Boulanger? Elle est devenue aveugle. Pendant qu'on était là, elle avait perdu la vue, mais elle l'a retrouvée après. Je l'ai rencontrée après, plus tard. J'ai été la revoir en quelle année, donc? C'est-tu en 80, mais je pense pas. Mais je l'ai revue après. Elle dit là, c'était temporaire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la vue, hein, c'est mystérieux. Tu vois, c'est extraordinaire. As-tu remarqué ce que revient souvent? La rigueur, la précision, le respect des choses, mais aussi le côté humain, ce que je disais tantôt. Parce qu'au fond, les qualités humaines, c'est... Mais un homme politique ne peut pas réussir sans ça. S'il est trop hautain, ça ne marche pas. Tu sais? Puis s'il est trop, là... Il y a une espèce de balancement qu'il faut avoir. Je sais pas. On me dit des fois compromis. J'aime pas beaucoup ça, ce mot compromis, parce que en musique, il n'y a pas de compromis. C'est sol ou c'est sol, ou c'est sol dièse. Là. Tu peux pas. Tu sais, c'est entre les deux, là. Mais il y a une façon, des fois, de faire comprendre. Il faut se mettre dans la peau des gens qui sont là aussi. Quand on dirige des amateurs, même des enfants, les enfants, quand ils nous arrivent, c'est des amateurs, là, ils savent pas lire, ils savent rien. Fait que c'était trop. T'as pas le tour de les faire cheminer lentement. Il faut d'abord les motiver. C'est ça. Une fois qu'ils sont motivés, on fait tout ce qu'on veut. Moi, j'écoute l'enregistrement des Coronation Anthems. Là. Le feu était pris dans la chorale. Hein? Puis pourquoi? Parce qu'on l'a allumé, le feu. Pourquoi? Comment ça s'est fait? C'est difficile d'expliquer ça. C'est beaucoup ce que tu vis toi-même aussi. Ça passe, ça. Les gens le sentent. Moi, mes choristes me le disent. Quand vous dirigez, vous allez vers à croire. Ben oui, j'y crois. Mais tu sais, c'est pas rien dans la musique sacrée, ça. T'écoutes un pianiste, là, qui joue une sonate, puis des fois, c'est plat. C'est parfait, point de vue technique, mais ça te touche pas. Moi, quand je veux un concert puis que je suis pas touché, j'ai perdu mon temps. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'étais à faire, là? J'étais à écouter des notes. Tu sais, c'est ça. Alors ici, on est dans ce qui était le salon, autrefois. Parce que dans la tradition ancienne, on recevait au salon le curé, des personnages importants, de la visite rare, des amis intimes. Mais les enfants, en général, ils étaient dans la cour, ils étaient dans la cuisine, ils étaient dans leur chambre. Alors, ils étaient, comme ici, on avait au séminaire, la grande cour, on allait souvent jouer là aussi. Bon. Alors, c'était ça. Puis ici, il y avait des portes vitrées qui étaient habituellement fermées. Le piano était placé ici, comme ça. Et puis, il y avait un deuxième piano droit qui était là. Ça, ce meuble-là, il était là, comme ça. Il n'y avait pas de classeur ça, c'était le studio de mon père. Pourquoi il y avait deux pianos? C'est qu'on avait des arrangements pour deux pianos. Alors, pour faire de la lecture à certains élèves avancés, alors, ils se mettaient au piano à queue, ou bien le contraire. C'est toujours, évidemment, un événement pour l'élève qui, habituellement, recevait son cours sur le piano droit, de jouer sur le piano à queue. Hein? Alors, ce piano-là, c'était un Heinzmann à queue qui était très bien aussi, mais le nouveau, évidemment, est très supérieur. Le nouveau que vous avez vu tout à l'heure, qui est un Steinway allemand de 1929.
Alors, qui a une grande valeur. C'est presque 100 000 $ de valeur, ça, ces instruments-là. Alors, donc, c'est un trésor pour moi, parce que j'ai beaucoup joué dessus, mon père a beaucoup joué dessus. Alors, ici, dans le studio, donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, moi, depuis que j'habite la maison. J'ai gardé, évidemment, cette photo-là qui est intéressante, parce que on voit J.A. Thompson à l'orgue, qui est en train de faire une improvisation. Ensuite, c'est l'orgue de Notre-Dame? L'orgue de Notre-Dame, c'est ça. Puis ça, c'est des petits chanteurs, c'est une des dernières fois que je me suis fait photographier. Ça doit être 2006, ça, ici, probablement. Ça, c'est une photo originale, parce que on était à l'hôtel de ville, puis évidemment, l'idée du journaliste de faire entourer comme ça par les petits chanteurs de 6e année, ça fait une très belle photo. Et ça ici, c'est mon doctorat en musique sacrée. Alors, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que le secrétaire qui était, dans les années 70, qui était un homme assez âgé, mais qui avait une calligraphie d'une grande perfection, remarquez, c'était tout écrit à la main. C'est tout fait à la main. Ça, c'est vraiment... C'est un document précieux, hein, c'est ça. Alors, ça, dans les années 70, j'avais une photo ici. Ça a été pris il y a 2 ou 3 ans. La dernière fois que j'ai participé à une réunion sur le plan international comme président des Pueri Cantores. Alors, chaque président était reçu par le pape Jean-Paul II. Alors, ça s'ajoutait évidemment à la magnifique audience qu'on a eue en 87 avec la maîtrise. Ça, il dit, c'était la chambre de mes parents. Alors, quand maman est décédée, j'ai donné le mobilier. Puis, comme j'avais déjà commencé un bon bout de temps à travailler sur l'ordinateur, je me suis mis à ça très rapidement. Alors, pour écrire la musique aussi. Alors, avec le logiciel Encore, puis après ça, là, maintenant, c'est le logiciel Finale que je commence à maîtriser assez bien. Alors, c'est magnifique. Ça fait des partitions extraordinaires. Fait que c'est mon lieu, je suis très souvent ici pour travailler. Alors, ici, il y a des choses intéressantes. Ici, ça c'était des arts, c'est un tableau ancien. Ça, ici, aussi, est très beau, ce lutiste-là. Ouais, c'est très beau. Puis, évidemment, il y a des souvenirs de 3 petits chanteurs dans leur costume. Parce que maintenant, c'est pas le même costume, hein, ils ont changé. Mais ça, c'était l'ancien costume. Le foulard, on mettait ça au camp, parce que dans les concerts, on n'avait pas de foulard. Et ça, c'est évidemment avec la tenue liturgique. Là. Alors, c'est ça. Ça, c'est des beaux souvenirs. Et voilà, c'est devenu donc un lieu de travail moderne, parce que les gens, souvent, de mon âge, n'ont pas suivi. Hein, très souvent, ils n'ont pas d'ordinateur, mais c'est tellement merveilleux. Pour communiquer, c'est extraordinaire, c'est rapide. Vous savez qu'autrefois, quand on écrivait une lettre à la dactylo, même la musique, c'était pareil. On écrit une lettre, on fait une erreur, alors il faut mettre un liquide, attendre 1 minute qu'il sèche, puis après ça, retaper la note par-dessus. OK? Avec le traitement de texte, on sait comment est-ce que c'est simple. On rapetisse, on augmente, on change, on fait des colonnes, on fait tout ce qu'on veut. Bon. Alors, en musique, c'est la même chose. Avec la fonction de clone, là, je peux prendre 2-3 mesures puis les amener ailleurs. Je peux rapetisser, je peux grandir, Il y a tellement de fonctions, c'est pour ça que c'est compliqué à apprendre. Une fois qu'on le sait, bien là, évidemment, c'est merveilleux. Alors, vous avez déjà eu une dactylo à musique? Oui. Mon frère avait une dactylo en musique, mais pas moi. Moi, c'est pour écrire le texte. Parce que pour écrire la musique, on appelait ça des baudruches, là, en anglais stencil. Stencil, alors, c'était une espèce de 8,5-14, là, ou 8,5-11, peu importe, là. Et puis, c'était comme une cire, ça. Alors, on faisait tracer des lignes, des 5 lignes. OK? Après ça, on écrivait la clé de sol, les dièses, les bémols, puis là, on enlevait de la cire. C'est comme ça qu'on écrivait avec un poinçon. Puis une fois que la partition était faite,
On mettait ça sur une machine, puis là où il y avait du jour, l'encre permettait l'impression. Hein? C'est ça. Alors, quand on faisait des fautes, c'était encore la même histoire. Il fallait remettre du liquide, puis on en a fait beaucoup de ça. Mais c'était encore je dirais, une amélioration par rapport à moi, ce que mon père faisait, qui écrivait toutes les partitions une par une, à la main. Ça, c'est quelque chose. Quand tu écris pour une harmonie, puis tu as 10 clarinettes, alors tu fais 5 partitions, puis ils suivent 2 sur la même. Mais toutes les partitions, j'en ai des affaires comme ça. Tout écrit à la main, hein? Une par une. C'est inouï, hein? Alors maintenant, on sait comment est-ce que c'est facile. Mais heureusement, au fond, parce que c'est pas de l'art, là, c'est de la technique, ça. Ça permet de faire les mêmes choses au point de vue musical, puis d'avoir des facilités qui nous donnent du temps aussi. Ça donne du temps aussi également. Puis l'avantage, en fait, avec les logiciels modernes, c'est que si on est habile au piano, on peut écrire, on peut jouer, et puis ça s'écrit automatiquement. Ça, c'est pas simple à faire. Il faut être extrêmement précis. Parce que c'est tellement précis, le finale, que si vous retardez le moindrement, il va vous mettre un huitième de souper, il va vous mettre avec une note de triple croche pointée, puis... À un moment donné, on vient et dit, bon, là, je ne veux plus rien savoir, je l'écris manuellement parce que ça prend moins de temps. Mais moi, je suis assez habile là-dedans. Parce que je le fais assez facilement. Ça va beaucoup plus vite. Parce que... Puis ensuite, tu fais maintenant le soprano sur la même portée que l'alto. Alors là, on joue, puis on peut l'écouter. Quand on avait la deuxième partie, on peut écouter les deux ensemble, on peut écouter rien qu'une. En tout cas, c'est à l'infini, les possibilités. Aviez-vous le droit de courir dans le corridor quand vous étiez petit? Oh non, on était très discrets. Parce qu'à cause des leçons de piano qui se gagnaient, ça, on vivait beaucoup ici dans la cuisine. Faut penser qu'à cette époque-là, il n'y a pas de réfrigérateur. Hein? Il n'y a pas d'électroménager comme maintenant. Il y a une glacière qui est dans le petit coin là. Et puis le poêle, il est là. Tout est sur place. Maman a fait à manger sur la table. Elle se met en grande série. Puis les femmes faisaient beaucoup à manger dans ce temps-là. Il faut penser que nourrir 10 personnes 3 fois par jour pendant des années, là, c'est quelque chose, hein? C'est inouï, hein? C'est du gros travail, hein? Mais, tu sais, il y avait aussi le côté religieux qui compte là-dedans. Eux autres, le devoir d'État, là, et puis travailler pour le Seigneur, pour les autres, pour leurs enfants, se dévouer, c'était très important pour eux autres. Et ça avait une forte motivation. C'est ça que, aujourd'hui, à la moindre difficulté, là, c'est pas long que les choses se cassent, hein. Fait que c'est ça. Évidemment, ici, la chambre ici, bien ça, c'est ma chambre à ça. Mais vous pensez qu'on était à l'étoile, les filles étaient 5 là-dedans. Les 3 gars, nous autres, c'était pas trop pire encore. Hein. Mais eux autres, là, ils étaient très, très heureux, pareil. Hein, c'était-tu des lits à 2 étages? Ou, Non, à tous les soirs, il fallait qu'ils s'installent. C'est quelque chose. C'était tout arrangé, là. Ah, c'est des souvenirs. Tantôt, vous allez parler du ring de boxe au sous-sol. Ah oui, c'est ça. Quel genre d'activité que vous aviez? Il reste à peu près 7 minutes de cassette. Il y avait de la lutte. Mon frère Marcel était un très bon lutteur. Mon frère Marcel, là, qui a fait de la musique aussi, fait du beau travail. Je pensais que c'était Maurice. Maurice faisait de la boxe plutôt. OK. Mais Marcel était très bon en lutte. Moi, j'ai déjà lutté aussi, mais je n'étais pas bon. Hein. Donc, je ne m'intéressais pas non plus. Mais tu sais, il y avait quand même des prises, là. C'était, comment est-ce qu'ils appelaient ça, là? C'était la lutte française, comment est-ce qu'ils appelaient ça? Il y avait... Gréco-romaine, c'est ça. Il étudiait ça, là. Mon frère, c'était un intellectuel, alors il faisait pas ça n'importe comment, là. Alors, il était très bon. Il prenait des prises, des puis l'autre, au lieu de dire chute, là, il était mal pris, là. Ça, c'est vous qui disiez chute? Ah non, moi, j'avais pas beaucoup, là. Je trouvais que c'était vraiment, là, c'était vulgaire. Je trouvais ça vulgaire. Mais n'empêche qu'il y a eu ça quand même. Il y a eu ça. Et puis,
Ben, notre père aussi était habile de ses mains. Hein. Il y a eu beaucoup de petites tables ici. C'est lui qui a fait ça. Là. On a eu une allée de quilles un bout de temps aussi. Toute la longueur, là, ça se bois. Là. On a beaucoup joué à ça. On avait aussi, d'un côté, aussi une table de billard. Une table de billard. Et puis, le round, là, de ce côté-ci, là. Ah oui, là, ça, c'est... Ma mère, elle n'aimait pas ça, mais c'est pareil, elle les laissait faire. Mes parents, moi, ils ont une très grande qualité, c'est qu'ils nous ont laissé beaucoup de liberté. Surtout si on compare avec... je compare avec mes confrères. Les confrères de classe, tout était défendu. Tu sais, c'était bien très, très strict dans ce temps-là. Nous autres, là, on voulait faire une pièce de théâtre. Là, on prenait la table, on mettait ça là, puis ça, c'était les décors en arrière. Puis maman, elle laissait tout faire ça. Elle dit, les enfants s'amusent. Mais on était dans les seuls à faire ça. Je trouve qu'il y avait une ouverture d'esprit là-dedans assez remarquable. Là. Pour l'époque. Assez remarquable. Oui. De déplacer la table, toi. Non, mais c'était bien. Et puis, évidemment, si on va dans les cours, là, ici, là, c'était beaucoup d'enfants. Hein. Ici, il y avait 10 enfants. Ici, les voisins n'étaient pas nombreux. Mais Jean-Paul Belleville, il était quand même 5. Puis, c'est tous des 5, 6, 7, 8 enfants. Alors, quand tout le monde se retrouvait dans les cours arrière, là, on n'endurait pas ça aujourd'hui. Le bruit que ça pouvait faire, tu sais, c'était de la marmaille, là, vraiment, tu sais. Mais les gens étaient bien éduqués en général, quand même. Mais c'était des enfants. Ça fait du bruit. Est-ce qu'il y avait une ruelle ici en arrière? Non, pas de ruelle. Non, on sautait par-dessus, là, tu sais. On montait, c'est le garage, il y avait un garage ici. On montait là-dessus. On s'en allait en arrière. On faisait des affaires. Nos parents n'avaient pas le temps non plus de surveiller tous les détails. Tu sais, fais attention à ci, fais attention à ça. Puis on était là, puis si on mangeait du sable, bien, c'est bien de valeur, mais on absorbait des anticorps. Ça nous aidait à développer la bonne santé. Les vitamines de soute. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, là, c'est la vie de la maison, plus ou moins. En haut, ici, ça a été des Anglais, des anglophones qui ne parlaient pas beaucoup français pendant des années. Les premières années, moi, j'ai pas eu trop. C'était M. Carrette. Et puis, sa fille, elle a donné des cours de piano dans la région du Cap, là. Fait que c'était une bonne musicienne. Après ça a été des Anglais. Des chœurs. Mais la place de la musique, finalement, tout le monde jouait de la musique dans toutes les familles à cette époque-là. Oui. Les filles apprenaient le piano. C'est presque automatique. C'était pas obligé, mais beaucoup. Mais il n'y avait pas d'école de musique. C'était les institutions, c'était les religieuses, c'était les frères. C'était ça, c'était eux autres qui enseignaient. Puis il y en avait qui étaient très compétents là-dedans. Faut que vous pensiez qu'au CMI, par exemple, là, ils ont formé des prix d'Europe avec les filles. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Puis il y avait des concerts, on y allait au CMI. Ils faisaient venir des grands maîtres, là. Et puis il y avait une bonne école de violon. Et puis, mais c'est sûr que les ensembles musicaux étaient amateurs. C'était par des étudiants. Mais il y avait des élèves qui, à un moment donné, prenaient de l'importance et devenaient des fois des artistes remarquables. Là. Comme Joseph Dufresne, elle a gagné le prix d'Europe, et c'est devenu un professeur remarquable. Elle a fait beaucoup de concerts aussi. Ça, non, c'est une... s'y passait. Puis à Trois-Rivières, il y a toujours eu beaucoup de musique. Surtout beaucoup de chorales. Le chant choral a toujours été très développé ici. Dans toutes les jubées, il y avait une bonne chorale d'hommes, en général, qui faisait quand même un bon travail. Là, tu sais, ça dépendait toujours du directeur, évidemment, c'était toujours ça. Quand il y avait quelqu'un qui était formé. Puis toutes les écoles, là, il y avait leur petite école, leur petite maîtrise, et puis des ensembles d'enfants et tout ça. Et puis ils chantaient une fois de temps en temps à l'église. Et puis voilà.